Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire avec Sophie Plumeur et John Lyon. Nous sommes ravis de vous accueillir. Vous êtes pour l'instant peu nombreux, mais n'hésitez pas à nous rejoindre donc sur la partie gauche, sur l'onglet scène de votre écran. Aujourd'hui, on va parler comment repérer et retenir les talents de votre entreprise. C'est un sujet qui est beaucoup d'actualité dans de nombreuses entreprises. Je vous invite, à défaut de pouvoir vous voir et vous entendre, n'hésitez pas à poser toutes vos questions sur le chat. Et je pense que voilà, on essaiera d'y répondre au fur et à mesure. Et si on a aussi également un petit peu de temps à prévoir avec Sophie dans la partie session pour pouvoir échanger de vive voix et avec les caméras, ça sera plus convivial pour nous également. Mais n'hésitez pas en tout cas à poser vraiment toutes vos questions sur le chat, on y répondra au fur et à mesure. Merci beaucoup Sophie d'être avec nous. Merci Zoé, merci pour votre invitation, je suis ravie. C'est un plaisir de t'avoir. On a déjà échangé au téléphone. On a une belle discussion autour justement de ces enjeux-là et du rôle du management dans les entreprises aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on a voulu vraiment parler de ce sujet qui est vraiment d'actualité. Nous, on en discutait aussi beaucoup avec de nombreux de nos clients. Toutes ces boîtes qui sont exposées à cette rétention de talent, surtout avec le contexte un peu actuel, cette compétitivité qu'il y a sur le marché. Donc voilà, c'est un sujet qui nous porte vraiment à cœur chez Lyon. Donc moi, je m'appelle Zoé, je suis responsable des programmes Lyon, des programmes grands groupes, donc B2B. Pour ceux qui connaissent pas Lyon, très rapidement, en gros, nous Lyon, on est l'école de l'ère entrepreneuriale. Alors, quand on dit ère entrepreneuriale, c'est pas une école d'entrepreneurs, c'est vraiment être entreprenant dans sa vie professionnelle. Donc ça passe par énormément de choses, dont aussi le management, dont l'état d'esprit, dont toutes ces méthodes que on n'apprend pas à l'école basique, on apprend en fait au fur et à mesure de notre carrière. Et il faut être vraiment accompagné, soit par ses managers, soit par des coachs, soit par des gens qui sont inspirants dans notre environnement pour justement faire une réussite de notre carrière. Donc voilà, aujourd'hui, on va vraiment parler de rétention de talent avec Sophie. Alors juste avant qu'on rentre un peu plus dans le détail, Sophie, est-ce que tu peux présenter un peu ton parcours, qui tu es, ton expérience? Tu as plein de choses à nous raconter, donc avant qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet, je t'écoute. Ça roule, merci. Donc bonjour à tous. Donc moi je m'appelle Sophie Plumer, je suis aujourd'hui RRH, donc responsable RH au sein d'un cabinet de conseil qui s'appelle Wavestone, qui est un cabinet de conseil de plus de 3000 collaborateurs. J'ai démarré ma carrière en fait chez Wavestone en tant que consultante en management et en organisation, et donc j'étais consultante pendant 4 ans et demi, et à peu près à mi-parcours j'ai voulu changer de métier, et donc j'ai basculé dans les équipes RH. J'ai démarré comme chargée de RH, et puis maintenant je pilote plusieurs équipes RH de différentes practices de Wavestone. Voilà, donc je suis aussi manager d'une équipe de 15 personnes. C'est super intéressant que tu aies justement fait ce changement. Tu es toujours resté dans la même boîte. J'imagine que tu avais vraiment un attachement aussi à la culture. Qu'est-ce qui t'a fait te dire t'es RH En fait, j'ai vraiment beaucoup aimé le job de consultant. J'ai appris beaucoup. J'ai travaillé dans des métiers, dans des entreprises très différentes. Donc ça m'a vraiment nourri en début de parcours. Mais ensuite, ça n'a plus suffi. J'avais vraiment à cœur d'être vraiment actrice de la construction de mon entreprise et de l'évolution de mon entreprise. Et Wavestone, donc qui s'appelait Solucom à l'époque, est toujours une entreprise en forte croissance avec beaucoup d'enjeux de construction. Et finalement, ces enjeux-là me plaisaient beaucoup plus que les enjeux de la SNCF, EDF, qui étaient mes clients principaux, qui étaient des gros groupes et finalement pour qui mon action était assez mineure, quoi. Même si ça pouvait être intéressant intellectuellement, ça ne me nourrissait pas suffisamment. Donc j'ai commencé à me poser des questions sur le conseil, et ensuite finalement la fonction RH s'est venue assez naturellement, parce que à la fois je pense que j'avais des qualités naturelles ou des forces naturelles pour m'intéresser aux autres, et puis la fonction RH chez Wavestone est vraiment une fonction forte et une fonction stratégique, puisqu'en fait les hommes et les ressources humaines en tant que telles sont notre matière première, et donc du coup c'était encore plus intéressant d'être RH dans un cabinet de conseil. Donc voilà, donc du coup, et comme tu le dis, la culture d'entreprise est super sympa, et j'étais très attachée à cette culture, donc j'ai voulu changer tout en espérant rester dans la même entreprise, et c'est ce qui s'est passé.
C'est super marrant parce que du coup, au final, ça va faire écho avec ce qu'on va dire aussi plus tard dans notre discussion. Mais il y a vraiment cette quête de sens au final qui a dû arriver, de te dire, ben, j'ai envie d'avoir un vrai impact au sein de ma boîte. Et du coup, tu as décidé de t'orienter plus dans les fonctions RH pour avoir quelque chose qui a du sens pour toi. Exactement. Et en parlant de sens, si tu veux nous en dire un petit peu plus, je sais que tu as aussi un projet, un side project de podcast Ouais. qui s'appelle Chef. Exactement. Il y a déjà 3 épisodes qui sont sortis, si je ne me trompe pas. Exactement, j'ai lancé ça, j'ai travaillé dessus cet été et j'ai lancé ça en septembre. Donc quand je suis passée manager, je me suis posé tout un tas de questions un peu existentielles sur quel manager j'ai envie d'être, comment font les autres, comment faire un feedback, des questions parfois existentielles, parfois très concrètes. Et je vois en accompagnant des managers maintenant chez Wavestone, ils se posent aussi ce type de questions. Et finalement, moi à l'époque et même toujours, j'ai pas trouvé j'ai des sources d'inspiration, mais j'ai pas trouvé assez des sources d'inspiration qui sont concrètes et qui m'aident vraiment. Et donc du coup, je me suis dit que j'allais lancer un podcast parce qu'en plus je trouve que le format s'y prête, que moi j'adore les podcasts. Donc que j'allais lancer un podcast pour aider des managers qui soit sont en prise de poste, soit qui ont envie de progresser sur le sujet. Et donc du coup, le podcast s'appelle effectivement Chef, entre crochets FE, puisque je vais interroger des hommes comme des femmes qui ont des postes donc de chef, de leader, pas juste de manager d'entreprise, mais ça peut être donc là j'ai interrogé des dirigeants, j'ai interrogé dans différents secteurs à différentes moments de leur carrière, mais j'ai aussi pour ambition d'interroger une chef de chœur, un chef cuisinier. J'aimerais bien interroger des gens dans le sport. J'ai aucun contact dans le sport, donc si les gens qui nous écoutent ont dans leur contact des gens qui pourraient être intéressés, qui ont un rôle de coach sportif ou de capitaine d'équipe, ça m'intéresserait vachement pour savoir vraiment quelles sont les qualités et comment ils font pour embarquer des équipes, motiver des équipes, donner du sens à des équipes, etc. Et moi, il y a un point qui est hyper important dans ma démarche, que ça soit en tant que RH, en tant que manager ou en tant que podcasteuse, c'est le positif. Et donc, ça paraît un peu cliché comme ça, mais je trouve que la vie est quand même vachement mieux quand on se marre et quand on fait des choses positives et quand on est dans le positif. Et donc, du coup, pour moi, le management, surtout, qu'on a une grosse responsabilité en tant que manager. Pour moi, ma responsabilité, elle n'est que positive, c'est-à-dire que je veux vraiment aider les gens à se développer et à tirer le meilleur parti d'eux-mêmes. Et il y a des managers qui peuvent avoir un effet négatif, et ça, je veux vraiment le mettre de côté et tirer les gens vers le haut pour qu'ils insufflent du positif autour d'eux. Et ça me fait penser que quand tu parlais en intro de rétention des talents, moi, je préfère largement parler de fidélisation des talents. Je trouve que la rétention, c'est on les empêche de partir, alors qu'en fait, on n'empêche personne de partir. On veut au contraire qu'ils restent d'eux-mêmes et avec plaisir. Totalement. Voilà, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et c'est vrai que justement, quand on parle justement de manager, et je fais juste un petit aparté, mais c'est vrai que on a beaucoup tendance à se dire, je sais pas, ça dépend des structures également, mais on devient souvent manager en fait par notre fonction, c'est-à-dire qu'on est amené à grandir, pardon, et justement à se dire, je vais avoir des gens sous moi à piloter, entre guillemets. Mais en fait, il y a toute cette dimension de on ne naît pas manager, et en fait, ça se devient, mais il y a des qualités qui doivent s'apprendre aussi. Je pense, tu me diras si je me trompe, mais toi, je sais pas tes débuts en tant que manager, mais on doit se poser énormément de questions. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a très peu de formats qui permettent, ou de témoignages, ou de sources d'inspiration qui permettent de se dire, quelles sont un peu les bonnes pratiques. Alors ça dépend énormément du contexte également, mais quelles sont les bonnes pratiques et quelles sont les inspirations que je peux essayer de m'approprier. Et du coup, je trouve ça hyper intéressant. Nous, c'est ce qu'on essaye aussi de faire chez Lyon avec justement des formations pour devenir manager. Mais moi, j'ai écouté du coup un premier épisode justement de ton podcast, et je trouve ça hyper inspirant d'avoir des retours d'expérience de personnes qui sont managers et qui te partagent leur quotidien. Peut-être juste pour rebondir sur ce que tu dis,
hier, j'ai échangé avec plusieurs femmes pour comprendre ce qui les avait amenées à devenir manager ou top manager chez Wavestone notamment, et le rôle l'importance des rôles modèles qu'elles avaient eus. Ouais. Et en fait, elles me disaient toutes les deux que elles avaient eu des rôles modèles, mais comment dire, qu'à un moment donné, elles s'étaient vraiment, enfin, ça avait été un effort pour elles de se dire que les rôles modèles qu'elles avaient n'étaient pas forcément des rôles modèles que les exemples qu'elles avaient n'étaient pas des exemples qui leur faisaient envie. Parfois parce que très masculin, c'était dans un environnement plutôt masculin. Ils disaient que c'était des hommes un peu grisonnants, avec un mode de management très patriarcal, très directif, etc. Et qu'à un moment donné, elles se sont vraiment posé la question de est-ce que j'ai envie de continuer dans cette voie? Est-ce que j'ai envie d'être directrice, associée, voilà, dans le top management de mon entreprise chez Wavestone ou ailleurs? Parce qu'en fait, ce que je vois, ça me plaît pas trop. Et moi, soit je me sens pas les compétences ou l'envie d'être directif, matriarcal ou autre, ou en fait j'ai pas vraiment d'autres modèles. Et donc un jour, elles ont trouvé une ou deux femmes qui étaient directrices à sa manière, de manière peut-être, voilà, plus en adéquation avec ce que elles auraient aimé faire, et elles se sont dit ah bah c'est possible, il y a une autre voie, et donc du coup ok, j'accepte de prendre des postes à responsabilité puisque je vois que je pourrais le faire à ma manière, c'est-à-dire parfois plus douce ou plus ou au contraire plus créative ou plus ceci plus cela, mais pas avec un schéma un peu old school. Et Isabelle André, que j'ai interrogée dans mon deuxième épisode de Chef, qui est directrice générale d'une filiale IT de la SNCF, me partageait exactement ce constat-là, où elle disait, moi à un moment donné, j'avais pas envie, puis je me suis dit que si j'allais y aller, j'allais le faire à ma manière. Et ça, je trouve que en tant que manager, c'est super important, notamment quand on est manager de manager, d'inciter les gens à manager à leur façon et à trouver quel manager ils ont envie d'être. Totalement. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Ouais. Et c'est vrai que ça se reflète aussi. Enfin, c'est justement, enfin, c'est précieux d'avoir. Moi, justement, j'ai écouté cet épisode-là dont tu parles, et j'ai trouvé que, même si c'est pas forcément, je me vois pas aujourd'hui, je suis pas manager et c'est pas forcément quelque chose d'actualité. Ça me permet de me projeter, ça m'aide, et je trouve ça hyper concret. Donc, hyper intéressant. Super. Je vous conseille du coup vivement d'aller écouter le podcast. On vous mettra le lien de toute façon pour que vous puissiez le suivre et suivre l'actualité de Sophie. Merci. Si tu devais décrire en 3 mots un petit peu tes missions en tant que RH au sein d'un groupe tel que Wavestone, est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur ton quotidien? Ouais, donc ma première mission, on en parle, c'est de manager. J'ai aujourd'hui une équipe de 15 personnes et en fait, mon rôle premier, c'est d'être disponible pour eux, pour les aider dans leurs opérations, dans leur prise de recul, dans les sujets un peu compliqués qu'ils ont à traiter. Et en RH, on a souvent des sujets compliqués, notamment des sujets parfois humains à traiter. Et donc, c'est super important d'être à l'écoute, de les aider à prendre du recul et de les aider à être dans l'action, et une action efficace. Parce que moi, j'ai un périmètre d'à peu près 900 collaborateurs. Donc, sur 900, il y en a toujours une centaine qui a un truc qui va pas, ou qui a un truc à traiter, ou voilà, qui a une demande, une envie particulière. Et finalement, on peut vite être très très dans le détail de tous les cas collaborateurs et se laisser bouffer, pardonnez-moi l'expression. Et donc, en fait, il faut vraiment prendre du recul. Et donc, moi, je le fais et j'aide vraiment mes équipes à ça, les aider à prendre du recul et à connaître nos priorités pour avoir une action efficace, pertinente, sans laisser tomber tout le monde, mais vraiment, voilà, vraiment prioriser. Voilà. Donc ça, c'est mon premier rôle, c'est de manager. Mon deuxième rôle, c'est de piloter les opérations et donc d'aider mes équipes à piloter les opérations, puisqu'en tant que RH, on fait pas de recrutement. Par contre, on gère toute la vie du collaborateur, de l'onboarding, donc de l'arrivée, de l'intégration à son départ, et donc du coup toute la vie tout le parcours d'un collaborateur. Donc son intégration, ça va de la période d'essai, mais après de l'évaluation sur ses éventuelles promotions, etc. Tous les ans, les préparations d'entretien annuel, le suivi des risques de turnover et la motivation des équipes
pour s'assurer que les managers sont bien en action sur ces sujets-là et donc on fidélise nos équipes, les sujets de formation, les sujets de mobilité, etc., etc. Donc on a tout un sujet, tout un spectre hyper large de sujets à piloter et donc il faut qu'on soit bien en action pour piloter. On a bien sûr des obligations légales en tant que RH sur du temps de travail, sur des risques psychosociaux, sur des sujets de rémunération, etc. Et donc, on pilote tout un tas d'indicateurs au service du bien-être et de l'efficacité de l'entreprise, du bien-être des collaborateurs et de l'efficacité de l'entreprise. D'accord, hyper intéressant. Du coup, là, vous êtes 15, enfin, tu manages une équipe de 15 et vous êtes combien au sein de l'équipe pour justement ces 800, 900 personnes pour gérer un petit peu toutes ces situations? C'est 15 ou vous êtes plus en dehors de toi, ce que tu manages? Non, moi, mon périmètre, c'est vraiment ça, c'est à peu près 900 personnes réparties sur 3 practices, donc cybersécurité, secteur public et people and change, donc ils font du conseil en RH, plus le bureau du Maroc, le bureau de la Belgique, qui sont plutôt des petits bureaux, et donc là-dessus, on est 15 répartis en chargés de RH et assistantes RH. Okay. Voilà, et ensuite l'ensemble de l'équipe RH de Wavestone, c'est plus de 30 personnes. On est vraiment dédié sur du développement RH. Ensuite, on a une équipe de recrutement qui est aussi de plus de 30 collaborateurs. Et après, des équipes administratives, paye, admin, qui sont aussi assez nombreux. Voilà, donc ça fait une grosse DRH. Mais moi, mon périmètre, c'est vraiment que du développement RH d'une partie de l'entreprise. Super. Là, encore plus, j'imagine, dans le contexte actuel, est-ce que tu peux nous faire part un peu des enjeux, justement, en tant que RH au sein d'un grand groupe quels sont les enjeux, notamment avec tout ce qui s'est passé de télétravail, de aussi peut-être risques psychologiques, on va dire, face à la situation, des gens qui étaient aussi confinés. Est-ce que tu as des enjeux un peu prioritaires en ce moment? Ouais, vraiment, nos enjeux prioritaires, c'est de faire en sorte que la situation de télétravail et de distance, dans la durée, se passe bien. À la fois en matière de motivation des équipes, donc que la motivation ne soit pas altérée. C'est pas simple quand on est seul devant son ordi toute la journée. Plus les visios, ça éclate vraiment la tête, les yeux, etc. Donc l'autre et la position assise peut provoquer des troubles musculo-squelettiques, ce qu'on appelle des TMS. Donc du coup, notre autre enjeu, c'est donc la motivation et c'est le bien-être aussi physique des collaborateurs pour qu'ils prennent soin d'eux en fait, parce qu'on peut vite être absorbé par le travail et ne jamais déconnecter, être mal assis, etc. Ensuite, on a l'accompagnement des managers pour qu'ils puissent revoir un peu leur mode de management et donc bien manager à distance. On a le sujet de fidélisation et de maîtrise des risques de turnover et de départ, parce qu'en fait, on est quand même sur un marché qui est très actif. Donc, c'est ce qui est positif d'un point de vue activité économique, puisque Wavestone est un cabinet qui se porte plutôt bien. Mais pour autant, on a quand même des départs et des gens qui sont appelés par l'appel de la province, l'appel de plein de choses, de nouveaux challenges, etc. Et donc, on est moins en proximité d'eux de par la distance, et donc il faut vraiment qu'on soit bien au contact pour comprendre leur motivation et leurs attentes et les fidéliser. Et ce contact, justement, enfin, on sent que c'est quelque chose de très important pour vous. Est-ce que c'est à quelle grandeur, on va dire, c'est régulier, c'est quotidien, c'est une fois par semaine, une fois par mois, Alors, ça dépend côté RH ou côté management. Côté RH, on essaye d'être le plus en contact possible des managers pour les aider à ce que soit le plus en contact possible des collaborateurs et faire miroir de réflexion pour eux, pour qu'ils gagnent en efficacité dans la manière d'être en contact avec les collaborateurs. Ça sert à rien de les appeler tous les jours s'il y a rien à se dire. Par contre, ce qui est important, c'est qu'ils soient là au bon moment, qu'ils abordent le bon sujet de préoccupation, qui est bien de l'écoute des managers. Et donc ça, parfois, quand les managers, ils font pas que manager, ils font bien sûr porter des missions, des propositions commerciales, etc. Donc, ils ont pas mal de responsabilités à côté. Et donc, du coup, nous, on les aide à trouver leurs priorités en matière de management. Okay. Donc, nous, on est côté RH, on est vraiment en proximité des managers pour ça, à la fois dans du management individuel, donc pour les aider à trouver les priorités
d'intervention et de management qui va bien pour tous leurs collaborateurs, parce que ça va pas être la même chose d'un à l'autre. Donc voilà, on les challenge là-dessus. Et après, on essaye de trouver des modes d'animation d'équipe à distance. Donc parfois en petit groupe, parfois en grand groupe, sur certains sujets qui sont des sujets de préoccupation pour les collaborateurs. Là, par exemple, moi j'ai animé quelques ateliers sur des sujets de charge et d'organisation. Ça me permet d'être au contact des collaborateurs, de voir comment ils vont, de ce qu'ils ne sentent pas seuls, voilà, mais en même temps de les aider à bien gérer leur charge, bien gérer leur organisation, etc. Donc du coup, c'est de la proximité avec un sujet de fond qui les intéresse. Donc ça, c'est côté RH. Et après, côté managérial, en fait, moi, ce que je demande à mes managers, ce que j'incite en fait à faire, c'est vraiment qu'ils soient très à l'écoute des préoccupations de leurs collaborateurs et qu'ils s'adaptent. Il y a des collaborateurs qui, à un moment donné, vont monter sur une mission, vont pas savoir comment faire. Il va falloir les appeler peut-être un peu tous les jours, mais c'est peut-être un quart d'heure, 20 minutes tous les jours. Il y en a d'autres qui sont très autonomes dans leur poste, pour qui tout va bien, etc. Ça va peut-être être plutôt une demi-heure par semaine ou 1 heure toutes les 2 semaines. Voilà. Mais je trouve que ce qui est bien en termes de proximité et du fait de garder le lien, c'est d'avoir des échanges un peu longs d'écoute, à fréquence quand même régulière, toutes les 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, ça fait vraiment trop, et assez régulièrement quand même par mail, par Teams, par SMS, ou je sais pas, avoir des petits des petits moments où on prend la température, où on se donne des nouvelles, comment ça va, on peut traiter des sujets, bon voilà, pour pas que le collaborateur se sente loin de son manager en fait, parce que au plus il se sent loin, plus on perd le lien et on perd la matière managériale. Totalement. J'aimerais bien avoir l'avis des personnes qui nous écoutent. N'hésitez pas à parler dans le chat pour nous expliquer vous aussi ce que vous mettez en place. Je sais, nous notamment chez Lyon, on a très à cœur. Bon, on est beaucoup plus petit, mais on a très à cœur, notamment par exemple avec ma manager, de justement garder ces 101 un peu plus sur comment. C'est pas de l'opérationnel, c'est vraiment comment tu te sens au sein de la boîte, comment tu évolues, quelles sont tes ambitions d'ici 1-2 mois, quelles sont tes ambitions d'ici la fin de l'année. En fait, c'est vraiment essayer de faire évoluer et s'intéresser à la personne. Et ça, c'est toutes les 3 semaines. Et effectivement, c'est quelque chose qui est essentiel. Donc, je serais très curieuse de savoir, vous, ceux qui nous écoutez, comment vous fonctionnez. Si vous avez, c'est un peu 101 hors de l'opérationnel avec vos managers ou avec vos managers selon votre poste. Ça serait hyper intéressant pour nous d'avoir vos retours. Et je regarde, donc bonjour à tous. Je vois qu'il y a des petits messages dans le chat. N'hésitez pas encore une fois à poser toutes vos questions. Donc super intéressant. Et quand on parle justement, donc ça c'est un sujet qui est aussi assez d'actualité. Alors nous on en a entendu parler il y a quelques temps déjà, mais ça dépend vraiment en fait des entreprises avec lesquelles on parle. Il y a des vocabulaires différents. Je serais très curieuse aussi d'ailleurs d'avoir le retour des personnes qui nous écoutent. Mais là, c'est Sophie qui m'intéresse aussi particulièrement. On entend parler de termes de haut potentiel, high potential, key player, talent. Enfin, il y a vraiment beaucoup de termes. Concrètement, c'est quoi pour toi? Comment tu le définis au sein de Wavestone? Est-ce que vous avez quelque chose qui vous permet de vous baser sur justement ces potentiels, ces personnes que vous décelez? Ouais, c'est vraiment une vaste question. Moi, je suis pas toujours très à l'aise avec le terme de haut potentiel ou à la rigueur, je vais peut-être préférer key player, mais c'est pas une terminologie qu'on emploie du tout chez Wavestone. Enfin, finalement, parce qu'on veut pas adapter. Enfin, en fait, on ne veut pas adapter notre mode de, je sais pas, de management ou d'évolution à uniquement ces hauts potentiels ou avoir un traitement différencié, en tout cas des collaborateurs. Ce qu'on va chercher à regarder, c'est vraiment, donc pour autant, ça ne nous empêche pas de détecter des potentiels et des gens qui vont à un instant T pour des compétences données, identifier des personnes qui vont je trouve plus mes mots, mais qui vont acquérir ces compétences plus rapidement.
Et donc, par exemple, dans le milieu du conseil, hein, c'est assez normé quand même les compétences qu'on attend, et notamment les grades. Donc, on a consultant, senior consultant, manager, senior manager, etc. Et donc, finalement, on va regarder le grade de senior consultant. Qu'est-ce qu'on attend d'un senior consultant? C'est quelqu'un qui mène des missions en autonomie, qui a un début d'intervention sur du business, qui commence à encadrer. Bon, très bien. En début de parcours, on va dire, tel collaborateur, dans combien de temps est-ce qu'il va pouvoir acquérir ses compétences dans les mises en situation dans lesquelles on le voit, qu'est-ce qui nous fait dire qu'il va acquérir plutôt telle compétence plus rapidement que d'autres, ou inversement. Et donc, il y a des gens qui vont aller chercher très vite le grade de senior consultant, qui vont continuer à aller chercher très vite le grade de manager, et il y en a d'autres qui vont aller peut-être chercher très vite senior consultant, vont mettre beaucoup plus de temps à aller chercher le grade de manager parce que ça va être des compétences différentes, ou inversement, il y en a qui vont mettre un peu plus de temps pour senior cons et qui vont aller chercher beaucoup plus vite manager. Donc en fait, mon propos, c'est peut-être un peu compliqué, mais mon propos, c'est de dire on n'est pas au potentiel à vie. Oui. On est au potentiel, ou en tout cas, on a du potentiel pour des compétences qui sont nos forces, en fait. Et je trouve que le rôle de l'entreprise, le rôle du manager, c'est justement de détecter les forces du collaborateur et de les utiliser au mieux, et finalement d'utiliser au mieux son potentiel pour une fonction de l'entreprise. Totalement. Donc voilà. Et donc pour moi, c'est vraiment ça. J'ai envie de dire, on pourrait presque être tous au potentiel dans un environnement qui nous irait bien, pour une fonction qui nous irait bien. Et si je prends par exemple mon cas, mais je vois plein de collaborateurs où j'ai pas mal d'amis aussi pour qui c'est le cas. Moi, au début de mes stages, là, quand j'étais en études, j'ai voulu faire de la finance parce que mes parents sont dans la finance, mon frère est contrôleur de gestion, etc. Mais alors, l'erreur, j'étais un droit chemin. Nulle. J'étais nulle, mais vraiment, mais c'était piteux. Enfin, je comprenais rien, etc. Et à un moment donné, je me suis dit, ok, ça, c'est pas fait pour moi. Quelles sont mes forces et où est-ce que je vais pouvoir développer mes forces et le mettre au service d'une cause qui va bien les utiliser. Et donc là, j'ai trouvé consultante, puis j'ai trouvé RH, et je pense que RH commence à être dans une bonne zone où je peux déployer mes forces. Et je pense on est tous le contrôleur de gestion d'une fonction, et on est tous, ce que moi j'étais pour la contrôle de gestion et ce que je suis maintenant pour les RH. Et je trouve que c'est vraiment ça le rôle de l'entreprise, de détecter le potentiel, pas que les hauts potentiels, mais vraiment détecter le talent des collaborateurs pour bien le mettre au service de l'entreprise. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord. Et là, justement, j'ai deux petites questions sur un peu tout ce que tu as dit, tout ce que tu nous as partagé. Notamment, tu dis, moi, j'ai voulu être dans la finance. Au final, j'ai testé d'autres choses. Est-ce que, justement, en fait, c'est par le test, tu dis, je vais aller dans le conseil et après, je vais aller dans les RH, ou est-ce que tu as eu un peu t'es allé voir un coach comment t'as eu cette réflexion sur toi-même? Est-ce que tu t'es posé les questions à toi-même, ou est-ce que t'as quelqu'un qui t'a un peu accompagné? Est-ce que t'as le rôle du manager qui t'a un peu accompagné dans ces démarches? Tu vois un peu comment tu t'es posé toutes ces questions? Alors, il y a eu plusieurs étapes, mais je pense que ce qui est le plus important, c'est que je me suis écoutée. C'est que je me suis écoutée, je me suis moi-même posé des questions de qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire au fond de moi, quelles sont mes forces, même dans ma vie personnelle, un peu qui je suis, quoi. C'est un peu une question auquel j'ai cherché à répondre, et je me suis rendu compte qu'à chaque fois que j'essayais d'être une autre personne, il y a souvent, c'est un peu cliché ce que je dis, mais il y a une phrase qui dit sois toi-même, tous les autres sont déjà pris. En fait, c'est vraiment ça. C'est-à-dire, à chaque fois que moi j'ai essayé d'aller vers une fonction où je trouvais qu'une personne me donnait envie, parce que mon frère par exemple, il avait vachement de responsabilités dans une entreprise parce qu'il était contrôleur de gestion, je me suis dit je veux vraiment faire ça. Puis en fait, quand j'ai testé, je pense que j'étais même pas convaincue moi-même, mais ce que j'avais envie d'être finalement, c'était plutôt d'être bien parce qu'il me donnait envie dans sa manière d'être dans une entreprise, etc. Je m'étais pas posé les bonnes questions. Et donc du coup, effectivement, le test, c'est quand même super important. Moi, je conseille à tous les étudiants de faire des stages, de faire des alternances, parce que c'est quand même en se confrontant à la réalité qu'on apprend. Hein. Et ensuite, se poser soi-même les questions
moi, j'ai eu la chance d'être super bien, d'avoir un entourage qui m'a vachement aidée, notamment mes parents, certains de mes amis, mon mari, qui ont challengé ça et donc qui étaient disponibles pour répondre un peu à mes questions. Ensuite, d'un point de vue très concret, j'ai pas fait appel à un coach. Par contre, j'ai eu dans ma vie la chance de faire 2 tests de personnalité, un peu par opportunité. J'ai pas cherché à le faire, mais ça m'a pas mal aidé. Et le dernier test de personnalité que j'ai fait, qui a été vraiment important, c'était il y a 2 ans, mais qui m'a vraiment permis de comprendre encore plus qui j'étais. Ça s'appelle ProcessCom. Okay. Et là, ça m'a permis de pas tant comprendre comment, dans quelle voie je pouvais aller d'un point de vue professionnel, mais vraiment de comprendre quels étaient mes facteurs de stress, mes facteurs de motivation et d'énergie. Et donc du coup, depuis, j'adapte encore plus ma vie de manière générale à ces facteurs de motivation et d'énergie, et je sais mieux comment gérer mon stress et ma fatigue. Ouais. C'est hyper intéressant ce que tu dis et ça je conseille aussi aux personnes qui nous écoutent, notamment nous on a un intervenant qui vient souvent chez nous, enfin plusieurs intervenants de l'entreprise Comet qui en fait ont utilisé une méthode qui s'appelle le User Team Guide. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais c'est un peu exactement le même principe, c'est-à-dire c'est les managers qui demandent à tous les managers de répondre un peu c'est un peu un questionnaire, mais c'est très très personnel. Donc en fait chacun prend le user team guide. Et moi j'ai fait l'exercice avec mon manager justement où en fait on remplit un peu comment on fonctionne, et ça permet aussi de se poser des questions à soi-même, de se dire moi je fonctionne comme ça et comment en fait par exemple je suis plus compétente dans tel et tel domaine, c'est ça que j'ai envie de développer, et je suis compétente plutôt en télétravail, je suis compétente plutôt le soir, plutôt le matin, enfin c'est un peu comment je fonctionne, et ça permet en fait à mon manager de prendre en considération tout ce que je lui ai transmis pour essayer de me mettre dans les meilleures conditions pour atteindre ce qu'ils appellent justement chez Comet la zone de génie. C'est un peu ce truc de se dire tout le rôle de manager, c'est d'atteindre cette zone de génie, c'est là où tu es le plus compétent. Alors, je vois qu'il y a... Oh, pardon, excuse-moi, tu voulais rebondir sur ce sujet. Non, mais je me retrouve vachement dans ce que tu dis, et moi, j'avais fait faire à plusieurs collaborateurs de mon équipe ProcessCom, mais ça rejoint la zone de génie, et du coup, on fonctionne vachement mieux ensemble, parce que moi, je comprends beaucoup plus où est-ce qu'ils ont des difficultés, pas juste opérationnelles, mais aussi personnelles dans leur personnalité, et je cherche même pas à me dire que je vais essayer de leur faire un truc qui, de toute façon, n'arriveront pas, parce que c'est pas du tout dans leur manière d'être et ça leur demande trop d'efforts. Et je vais vraiment adapter leur feuille de route un peu comme ça, en accord avec eux. Enfin voilà, mais ça fait une bonne base de discussion, de bien se connaître. Totalement. Alors je vois que dans le chat, Ulysse et Isabelle posent la question à l'arrivée. Concrètement, en fait, comment toi tu fais, comment fait-on pour repérer ces personnes où on estime qu'il y a effectivement, on décèle un peu de talent, de potentiel, donc c'est des personnes qui sont un peu engagées, on sent qu'il y a quelque chose qui les pousse. Est-ce que c'est par exemple dès le recrutement, est-ce que c'est le manager qui a pour rôle de déceler ce talent? Quelle est un peu ta vision, toi? Est-ce que tu joues un rôle en tant qu'RH? Comment en fait on détecte ses talents et ses capacités? Ouais. Donc déjà, la première chose, c'est quoi un talent dans mon entreprise? Et un talent dans une entreprise, un talent chez Wavestone, c'est pas du tout un talent chez Renault, à la SNCF ou chez Lyon. On va pas attendre les mêmes qualités. Donc bien sûr, je pense qu'on a des qualités communes ou des compétences communes de savoir parler, écrire, bien se tenir, des choses un peu de base de savoir-être et de savoir-faire basique. Mais après, vraiment, en termes de compétences très plus fines et plus fortes pour l'entreprise, ça va pas être la même chose si on a par exemple chez Wavestone, on attend vraiment des collaborateurs qui soient très rapides dans la montée en compétences sur certains sur leur sujet, parce qu'en fait, comme ils changent de mission hyper régulièrement, s'ils sont un peu lents dans dans l'arrivée sur mission, ça les pénalise, parce qu'ils prennent plus de temps pour monter sur les sujets, prendre le contact avec les clients, maîtriser le sujet, donc ils sont moins performants, et donc eux, ils se sentent aussi moins bons et pas aux attentes des collaborateurs. Donc voilà, on va un peu regarder ça, mais dans d'autres entreprises, ça va être très différent et ça va pas être les mêmes compétences. Donc moi, ce que je conseille, c'est déjà
il faut qu'on soit très au clair, donc RH, management, sur les compétences qu'on attend pour telle et telle mission, fonction, poste, etc. Et ensuite, moi, je les teste en recrutement. Donc, je fais pas de recrutement pour tous les collaborateurs de Webstone, mais par contre, je fais du recrutement pour mes équipes. Et en fait, je suis très au clair sur ce que j'attends pour un chargé de RH, et je vais mettre en situation les gens en recrutement. Et donc, comme ça, je peux déceler déjà des premières compétences qui vont me paraître un peu hors du commun, ou un peu la zone de génie des gens. Je vais me dire, là, j'ai trouvé ça, sa grande force, c'est ceci, c'est cela. Et en fait, je fais des entretiens de recrutement généralement assez longs, qui durent généralement 2 heures, 1h30, 2 heures, parfois un peu plus quand vraiment ça se passe bien et qu'on a beaucoup de choses à se dire et que j'ai dû répondre en face. Et je mets le collaborateur, enfin le candidat, en situation, et je lui donne 3, 4 situations vraiment très concrètes de mon quotidien, et je leur demande comment il les traite, comment il réagit, quelles difficultés il rencontre, pour aussi être lucide sur les difficultés de la personne que je vais embaucher, parce que tout le monde a des difficultés, c'est normal d'avoir des difficultés, mais du coup, je sélectionne aussi les gens qui ont des difficultés, de par les difficultés qu'ils rencontrent, où je me dis, ok, là, c'est vraiment une difficulté qui va les mettre dans un corner, c'est pas possible. Voilà. Et ensuite, c'est un peu pareil sur l'évaluation des talents et du potentiel dans les entreprises, chez Wavestone. On met les gens en situation et on les observe pour voir comment ils réagissent. On les suit et on voit ceux qui on voit ceux qui progressent le plus rapidement sur les compétences qu'on attend. Donc quand tu dis on les suit, tu vois, par exemple, je pense que Ulysse doit être en cabinet de conseil, puisqu'il nous dit surtout quand ils sont en mission. Est-ce que vous mesurez justement, ce suivi, comment vous le faites concrètement? Est-ce que c'est par des OKR? Est-ce que c'est le feedback client sur justement la personne qui est en mission? Donc ça parle aussi. Enfin là, c'est spécifique au conseil, mais même dans toute entreprise, vu que vous êtes vous n'êtes pas au contact quotidien du manager, du collaborateur, comment vous faites pour mesurer justement et faire ce suivi? Est-ce que c'est des OKR ou est-ce qu'il y a d'autres choses que simplement du reporting? Ouais, le collaborateur, il a ce qu'on appelle chez nous des guidelines pour son année. Donc, c'est des compétences qu'il doit développer sur l'année. Ensuite, il est donc et il a un manager RH, qui est son responsable hiérarchique. Donc tous les ans, en entretien annuel et puis tout au long de l'année, ils font des points pour savoir quelles compétences le collaborateur est en train de développer, et chaque mise en situation, donc chaque mission sur lesquelles ils sont, est expliqué au regard des compétences qu'il doit aller chercher sur l'année. Ensuite, il est généralement encadré, où il a quelqu'un qui l'encadre et qui le suit pour les plus jeunes sur mission, qui est parfois son manager hiérarchique, parfois non. Donc là, il est de toute façon, il a un manager opérationnel qui fait le job d'un manager opérationnel, donc qui le cadre, qui lui fait des feedbacks, qui lui dit où aller, etc., et qui est très en lien avec le manager hiérarchique pour justement voir si les guidelines sont bien acquises au fur et à mesure de l'année. Si le collaborateur, il est soit seul en mission, soit il est manager et puis il a lui-même pas de manager au-dessus de lui en mission, on peut aller chercher les feedbacks des clients. Ça nous arrive hyper régulièrement d'impliquer les clients dans le développement de nos collaborateurs, et souvent en fait ils sont super partants, super contents, ils trouvent que c'est hyper important pour la qualité aussi des consultants qu'ils ont en mission. Et sinon, c'est le manager hiérarchique qui est lui-même très au contact du collaborateur pour bien comprendre ce qu'il fait au quotidien. Et lui faire miroir de réflexion, parfois regarder la qualité des livrables, regarder la qualité de la proposition commerciale, le challenger en me disant tu prends comment, comme ça, etc. Ça, c'est pour toute la partie quali. Et après, quand on est manager, on a quand même des objectifs de développement business. Et là, il y a aussi la partie quanti, c'est-à-dire que quelqu'un qui va super bien développer le business, ça va un peu parler de lui-même, ou celui qui va avoir d'excellentes relations avec son client, et donc du coup qui va vendre plus de missions, ça va aussi parler de soi-même. À contrario, on a des collaborateurs qui parfois ont des soft skills, des qualités côté soft skills, ont peu de qualités côté soft skills, et qui peuvent être très durs dans la relation
client, entraîner pas dans l'écoute, entraîner des défauts qualité, etc. Et bon bah ça, un peu aussi en creux, on va se rendre compte que c'est quelqu'un qui sous-performe parce qu'il est pas bon dans la relation client, et donc on va justement essayer de l'aider pour que ça aille mieux, mais ça fait partie de l'évaluation qu'on va aussi observer. Je sais pas si je réponds je pense que c'était assez clair et c'était très axé du coup sur le cas concret de Ulysse, je pense. N'hésite pas, Ulysse, si tu as besoin de plus, n'hésite pas à reformuler ta question ou poser plus de questions si c'est pas assez clair. Moi, j'ai trouvé ça hyper intéressant et je trouve que ça change forcément selon les structures, mais il y a quand même une trame qui est assez essentielle. C'est vraiment déjà être à l'écoute et sur l'évaluation, il y a beaucoup de, justement, nous, on fait à peu près les mêmes choses. Moi, il y avait un avis peut-être partagé sur ce que tu disais de un rendez-vous annuel et après des rendez-vous avec le manager. Pour moi, c'est vrai que nous, on a souvent tendance à dire que en fait, les OKR, ils doivent être revus même limite tous les 6 mois, très régulièrement plutôt que annuellement. Alors, je sais pas comment ça se passe vous dans vos entreprises. Si vous voulez le mettre dans le chat, n'hésitez pas. Mais c'est vrai que nous, on a tendance à dire que pour justement révéler un peu le potentiel des personnes et les accompagner, ça doit être un suivi de se dire, les OKR, on les revoit tous les 6 mois pour voir quelles ont été les difficultés rencontrées pour atteindre ces OKR, etc. Donc, je sais pas si tu partages aussi cet avis. Ouais, je partage complètement. Nous, donc on fixe des guidelines annuellement parce que le process est déjà RH est déjà est fixé comme ça, mais ensuite on incite vraiment les managers à adapter les guidelines en cours d'année, donc en tenant des entretiens semestriels. Mais moi, je trouve que même ça, c'est très. Enfin, ça, je vous parle de notre process, mais ensuite au quotidien, clairement, on incite vachement les managers à individualiser les guidelines des collaborateurs à court terme, à moyen terme. Je trouve parfois on a des priorités qui sont court terme sur une mission, prendre la relation très rapidement, je sais pas, craquer une situation très rapidement, développer quelque chose. Bon voilà, ça peut être une priorité court terme, mais avec aussi des compétences à acquérir sur le long terme. Et ça, c'est intéressant, je trouve, pour le manager de jouer à deux bandes, disant à court terme tu fais ci, ça alimente une guidelines plus long terme, et après on perd pas de vue que voilà, il y a des de toute façon des compétences qui s'acquièrent sur la durée, toute la partie managériale, toute la partie impact à l'oral, etc. C'est des choses c'est des compétences qui s'acquièrent dans la durée, et il faut plein de petites mises en situation ou de longues mises en situation pour les acquérir. Totalement. Et quand on a parlé un peu de comment repérer ses talents. Moi, j'ai une question un peu sur aussi. Peut-être juste, excuse-moi, avant sur repérer les talents. Donc, je vais juste peut-être faire un complément. Donc, il y a les mises en situation qu'on screen, qu'on évalue en fonction des compétences qu'on attend du collaborateur sur chaque mission, chaque poste, chaque entreprise, etc. Je reviens pas. Et ce qui est, je trouve, très important et qui fait la valeur, en tout cas, je trouve, de l'évaluation chez Westone, c'est qu'on évalue les collaborateurs en collectif. C'est pas juste le manager lui-même qui se dit, tiens, mon collaborateur, il est super. Non, on va vraiment challenger l'évaluation que fait le manager avec un collectif managérial qui a les mêmes références, le même référentiel de compétences. D'ailleurs, on a un référentiel commun chez Westone par fonction. Et en fait, on va se dire, tel collaborateur, on est d'accord qu'il est super bon sur cette compétence parce qu'il a démontré ci, ça et ça. Et en fait, le collectif va faire miroir en disant, oui, on est d'accord avec toi, ou on met un bémol. En fait, il est pas super bon. Le gars, il est génial sur ça, et t'es peut-être un peu dur dans ton évaluation parce que au contraire, tu as peut-être pas tu te rends pas compte de la valeur qu'il a, ou à l'inverse, t'as une évaluation qui est peut-être un peu trop sympa parce qu'en fait, tu dis qu'il a fait ça, mais c'était peut-être hyper facile. C'était un contexte, il l'a pas fait tout seul, ou je sais pas quoi, et donc ça va venir un peu modérer. Donc voilà. Et à la fin, c'est bien le collectif qui, c'est de l'intelligence collective en fait. Ouais, totalement. On fait jouer l'intelligence collective dans l'évaluation et la détection des potentiels. Totalement. Et je suppose que vous faites pareil, mais toujours dans ce point de vue un peu évaluation collective.
je sais qu'il y a beaucoup d'entreprises qui le font et d'autres qui ne le font pas. Et je pense que c'est une bonne pratique à avoir aussi. C'est de se dire, quand on est évalué, justement, on a un peu il y a beaucoup de reviews 360, etc., qui doit être fait. C'est vraiment être évalué par pas seulement notre manager, mais aussi ses pairs et un peu avoir un point de vue de différentes personnes. J'imagine que ça fait aussi partie de votre process ou... Ouais, on incite les collaborateurs et ça commence à être vraiment une culture et un réflexe. On incite vraiment à préparer les entretiens annuels et les entretiens semestriels et d'être vraiment dans une posture d'action vis-à-vis et de proactivité vis-à-vis de son parcours. Donc du coup, ils vont chercher des feedbacks avec toutes les personnes avec lesquelles ils ont travaillé et le manager fait pareil et parfois ils n'ont pas interrogé les mêmes personnes voilà, bien sûr, il y a souvent des personnes qui se recoupent, mais parfois toutes les personnes qu'ils ont interrogées sont pas exactement les mêmes, et donc ils arrivent avec des points de vue différents. Et je trouve que c'est justement ce qui fait la valeur de l'échange et la force de l'échange, mais que le collaborateur il soit vraiment proactif dans l'évaluation que font les autres de son parcours, et pas que le manager. Parce qu'en fait, le manager, il a juste sa vue, donc il va challenger avec quelques personnes. Mais voilà, ça reste un homme, ça reste un humain qui peut avoir des failles et qui peut avoir aussi son propre biais. Et donc du coup, le collaborateur, je rejoins sur ce que dit Isabelle dans le chat, qui pour moi est super important. Bien sûr, le manager, il doit aider le collaborateur finalement à atterrir sur et à prendre conscience de ce qui fait bien, ce qui fait moins bien, finalement de son bilan, mais il doit surtout l'aider à se développer et à lui montrer un peu le chemin de là où il doit aller pour se développer, acquérir des compétences et aller chercher le step suivant pour lui, et à discuter justement de quel est le step suivant, qu'est-ce qui lui fait envie chez Wavestone ou chez dans vos entreprises. En fait, c'est beaucoup de questionnements aussi. C'est beaucoup, c'est ce que tu disais aussi dans ton podcast justement avec Isabelle. C'est beaucoup amener la personne à se questionner sur elle-même et de justement responsabiliser le collaborateur pour qu'il puisse aussi évoluer en fait. Exactement. Je trouve que chacun est vraiment acteur de son parcours. Ouais, totalement. Et peut-être que si il y a une chose que le manager doit faire, c'est bien ça. Ouais. C'est pas être directif dans le parcours de la personne. C'est dire voilà, je mets le terreau qui va bien pour que tu traces toi-même ton chemin et que tu sois acteur de ton parcours, mais en t'aidant, quoi. Je suis un peu un tuteur. Ouais. C'est total. Enfin, ça fait énormément écho avec ce que avec nos valeurs chez Lyon. C'est vraiment ce point de vue de se dire, en fait, on responsabilise et on fait les gens devenir entreprenants et entrepreneurs de leur vie professionnelle. Donc, exactement. Exactement ça. Et donc là, justement, je vois le temps qui file, donc pour ça, je me dis, donc voilà, imaginons tu as un manager qui vient te voir et qui te dit, moi j'ai un collaborateur, je pense qu'il a un vrai potentiel, je sens qu'il a envie de faire des choses, mais je sens à la fois que en fait, il a envie d'être challengé et je sais pas comment faire, il a envie d'apprendre, je sais pas forcément non plus. J'ai peur qu'il parte parce que en fait un collaborateur qui n'est pas challengé, qui a une envie qui s'ennuie, il va partir. Comment tu fais pour le retenir? Déjà, je m'assure d'être bien au clair sur ses envies et ses motivations et ses leviers de motivation pour pas tomber à côté. Parce que si c'est quelqu'un qui est par exemple expert d'un sujet et lui il veut vraiment développer son expertise, mais que moi je lui propose d'être manager d'équipe et du coup de pas développer son expertise, là j'ai toutes les chances de le perdre. Donc il faut vraiment bien comprendre, bien être à l'écoute, vraiment reformuler et qu'on soit bien en phase sur les motivations du collaborateur. Et ensuite je vais travailler avec lui. En fait, je vais lui proposer des choses qui pour lesquelles j'ai des marges de manœuvre et je vois que ça peut l'intéresser, quitte à sortir complètement du cadre. Et je vois pas quitte à sortir complètement du cadre. Donc ça peut être le mettre sur des missions auxquelles on n'aurait pas forcément pensé, le faire intervenir, je sais pas, lui permettre de développer lui-même un peu un side project professionnel, mais qui a de la valeur pour l'entreprise, et finalement de lui dégager du temps. On a pas mal de collaborateurs pour qui, notamment des experts techniques par exemple, on a une pratique cybersécurité,
pour qui c'est vraiment un enjeu, le développement de compétences techniques et le maintien à bon niveau de compétences techniques, c'est une motivation pour eux, c'est un enjeu pour le cabinet. Bah, donc du coup, on leur dédie du temps en recherche et développement. Okay. Et donc mais ça peut être du temps assez conséquent. Ça peut être un 2/5e, un mi-temps, voire parfois un peu plus en fonction de l'année, voire un temps plein, où ils sont dédiés à un projet de recherche et développement. Et donc, ils n'interviennent pas en mission ou peu en mission, mais à côté de ça, ils vont vraiment développer de la valeur pour Wavestone et on sait qu'on pourra réutiliser cette valeur demain. On se fait pas juste plaisir. Voilà, donc ça, c'est un premier point. D'autres points, on a des collaborateurs qui ont des envies de développer des compétences via des formations et de devenir vraiment expert sur des sujets, donc pas juste en faisant la recherche et développement ou en faisant certains types de missions, mais en faisant des choses, en participant à des formations certifiantes, très structurantes. Dans la pratique, je vous disais que j'étais RH de la practice People and Change. Il y a des collaborateurs qui veulent devenir coach ou qui veulent se spécialiser dans certains certains modes d'accompagnement, etc. Et ben là, ils vont une certification coach, c'est lourd, c'est long. On leur permet de suivre leurs cours sur leur temps de travail. Parce que parfois, il y a des cours qui sont sur des journées de temps de travail. Ben, on dit, nous, soit on participe au financement et ou on te permet de suivre tes cours sur ton temps de travail et on va co-construire une feuille de route sur 2-3 ans dans laquelle on intègre pleinement ton envie de devenir coach et on en tire vraiment de la valeur pour Wavestone et donc on co-construit. Moi, je crois beaucoup à la co-construction et pas juste au manager qui a la science infuse et qui dit je sais très bien ce qui va te plaire et je sais que ça va me permettre de développer ton talent et de te fidéliser. Non. Après, on parlait de mobilité, on a des programmes de mobilité, des possibilités de mobilité au sein de l'entreprise à différents postes. Donc c'est ce que moi j'ai fait et clairement ça m'a fidélisé. Je pense que sinon je serais partie. On a aussi des mobilités géographiques. Donc des gens qui ont envie d'avoir des carrières à l'international, on leur permet ça. Donc plus le groupe est gros, plus on a de possibilités. Donc ça c'est sympa. Donc voilà. Donc et après, donc ça c'est vraiment être à l'écoute du collaborateur. Après pour des choses un peu spécifiques, mais pour moi la meilleure manière de développer un talent et de le fidéliser, c'est de responsabiliser la personne et de lui faire confiance en fait. Et c'est de dire bah très bien, t'as envie d'aller dans cette voie, bah je te fais confiance, t'es responsable de ce projet-là, t'es responsable t'es en autonomie sur cette mission. Chez Wavestone, on met vraiment des gens très vite en autonomie sur des tâches assez structurantes et ce qu'on appelle mettre un peu des gens en déséquilibre avant. Donc c'est-à-dire on les fait rentrer dans un costume qui est un peu plus grand que leurs compétences même. Mais en fait c'est ça justement. On sait qu'ils vont même parfois assez vite remplir ce nouveau costume. Et le rôle du manager, bah, c'est juste de guider un peu et de s'assurer que le collaborateur est bien sur la bonne voie pour aller développer ses compétences. Donc, voilà. C'est super intéressant. Enfin, en tout cas, personnellement, ça fait vraiment écho avec ce que je pense et ce qu'on pense chez Lyon. N'hésitez pas pendant les dernières minutes si vous voulez poser des questions sur le chat ou écrire. Enfin, moi, en tout cas, je trouve que c'est hyper intéressant. Merci beaucoup, Sophie, pour ton retour. Je t'en prie. D'avoir aussi ce point de vue côté plus grand groupe, cabinet de conseil, voir comment vous fonctionnez. C'est vrai que, enfin, en tout cas, de ce qu'on discute avec nos clients, c'est vrai que c'est un sujet qui est assez intéressant, qui est surtout justement, tu parlais de cybersécurité, dans les métiers un peu tech, comment retenir ses talents, c'est pas évident non plus parce qu'il y a quand même beaucoup il y a peu de de ce que j'ai cru comprendre, il y a quand même aussi peu de candidats. On a besoin d'avoir des gens hyper qualifiés et c'est dur de retenir aussi ces talents-là. Je pense que peut-être pour juste compléter, on a vraiment parlé beaucoup de compétences, de développement. Moi, je pense que c'est tout le cadre qui doit être aussi fidélisant. En fait, on n'est pas, enfin, avant tout, en fait, le collaborateur, il doit prendre du plaisir au travail. Et donc, du coup, il faut, quand on parle d'écoute, d'individualisation, de trajectoire, de parcours, etc., c'est bien sûr les compétences, mais c'est aussi la charge de travail, l'environnement, la manière dont on interagit avec son manager ou ses collaborateurs ou ses pairs,
les marges de manœuvre qu'on a et donc l'autonomie qu'on a, etc. C'est pas mal tout ça et c'est un cadre assez large, donc c'est parfois pas simple à mettre en place, mais voilà, en tout cas ça c'est super important. Et je pense que ça passe beaucoup aussi par la connaissance de soi au final, c'est-à-dire s'écouter, faire un peu une rétrospective, se poser, prendre le temps en fait, prendre le temps de se dire quels sont mieux se connaître, c'est-à-dire quels sont mes points forts, les points que je peux développer encore pour justement développer toutes ces compétences aussi, et pour favoriser un cadre qui est plus à même de me plaire et où je pourrais m'épanouir professionnellement, où je pourrais être vraiment entreprenant et être un vrai ambassadeur en fait pour mon entreprise, quelqu'un qui agit au jour le jour. Donc voilà. En tout cas, merci beaucoup Sophie. C'était un plaisir. Avec grand plaisir. Et j'espère qu'on en fera très prochainement d'autres webinaires un peu sujet RH et développement des compétences. Pour les participants que ça intéresse, nous chez Lyon, on fait beaucoup de formations. N'hésitez pas à aller voir notre site internet, que ce soit en management ou également justement dans cet accompagnement des hauts potentiels. On a des programmes qui visent à justement rendre le participant, le collaborateur un peu maître de sa vie professionnelle et tu as des remerciements dans le chat, c'est pour ça que ça me déconcentre en même temps. En tout cas, merci à tous. C'était vraiment un plaisir de vous avoir. On vous enverra un petit mail avec le récap de tout ce qui s'est dit. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous mettre des petits mots pour nous dire les prochains sujets que vous voulez voir dans les webinaires. Et pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez aller dans la partie à gauche de l'écran, réseautage, parce que les événements aussi chez Lyon, c'est l'humain avant tout et on considère que voilà, vous pouvez tirer beaucoup des échanges avec les autres. Donc, n'hésitez pas à aller dans la partie réseautage et discuter entre vous de vos pratiques. Et voilà, ce sera un plaisir de vous retrouver sur d'autres événements Lyon et avec Sophie Plumer avec grand plaisir. En tout cas, merci à tous et bonne journée à tous. Bonne journée.